En moins d'une semaine, le silence devient la réponse la plus bruyante. À Ouagadougou, un homme parle sans script, la vidéo circule en 24 heures. Puis des dirigeants du Sahel reprennent l'écho en 48, tandis qu'aucune réponse publique n'apparaît. Que change pour le spectateur la prise de parole d'Ibrahim Traoré? Parce que derrière une menace rapportée et une réplique frontale se dessine un déplacement du rapport de force, porté par les réseaux, relayé par d'autres chefs et amplifié par l'absence médiatique traditionnelle. Ce récit ne promet pas une révélation spectaculaire, mais une lecture utile de ce qui est réellement en jeu. En moins de 10 minutes de contexte, le spectateur comprend pourquoi cet épisode précis dépasse un discours isolé et touche directement aux choix politiques, économiques et symboliques du Sahel aujourd'hui. L'enjeu central tient à ceci. Lorsque des avertissements diplomatiques supposés rencontrent une réponse publique assumée, les règles tacites changent, surtout pour des États longtemps habitués à mesurer chaque mot. Le cas d'Ibrahim Traoré sert ici de fil conducteur, non comme figure héroïsée, mais comme indicateur d'un moment où le calcul du silence n'est plus automatique. Il s'agit d'examiner ce qui se joue pour les gouvernements, pour les partenaires étrangers, mais aussi pour les citoyens qui observent ces échanges filtrés par les réseaux plutôt que par les canaux officiels. Ce cadre permet d'éviter le piège de l'émotion pure et de poser une question concrète. Ce type de prise de parole modifie-t-il durablement les rapports ou seulement la perception dans un environnement international déjà sous tension? Dans les premières 24 heures suivant la conférence de presse, la séquence vidéo circule massivement sur plusieurs plateformes, puis en 48 heures, elle est reprise publiquement par des dirigeants du Sahel, tandis qu'aucune réponse officielle n'est rendue publique du côté israélien. Ce décalage temporel, rapide d'un côté et silencieux de l'autre, constitue le premier indice que l'épisode dépasse la simple polémique verbale. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir brièvement au contexte dans lequel Ibrahim Traoré s'exprime. Depuis des décennies, de nombreux États africains ont intégré une règle implicite. Les désaccords avec des puissances extérieures se gèrent discrètement par des canaux diplomatiques fermés. La prise de parole publique, surtout lorsqu'elle vise directement un dirigeant étranger, est perçue comme risquée, car elle peut entraîner isolement, pression économique ou représailles politiques. Or, dans ce cas précis, le message attribué à Benjamin Netanyahou, dont les détails exacts restent flous, est interprété par plusieurs responsables africains comme un avertissement classique. Ne pas s'exprimer publiquement contre certaines positions sous peine de conséquences. Historiquement, ce type de signal suffisait à maintenir le silence ou à produire des réponses très mesurées. La rupture ne vient donc pas uniquement des mots prononcés, mais de leur mise en scène. Ibrahim Traoré parle sans notes, en uniforme, face aux caméras, et choisit l'exposition maximale plutôt que la négociation discrète. Cette décision transforme un échange supposément privé en événement politique observable, partageable et commenté. C'est ici que le contexte numérique joue un rôle central. La diffusion ne dépend plus des médias traditionnels occidentaux, mais des réseaux sociaux, des messageries et des relais régionaux. Le message n'est pas filtré, il est réinterprété, amplifié, puis intégré à un récit plus large sur la souveraineté et la dignité déjà présents dans l'opinion publique sahélienne. Cette mini-révélation est donc simple mais structurante. Le centre de gravité de la légitimité ne passe plus uniquement par les chancelleries, mais par la capacité à parler directement à des publics multiples en assumant le coût politique de cette visibilité. Dans cette séquence, le personnage central n'est pas seulement un chef d'État, mais une figure de passage entre deux registres. D'un côté, le soldat formé dans une logique de chaîne de commandement et de rapport, de force directe. De l'autre,
un président confronté à des attentes politiques, symboliques et internationales. Cette double identité structure la réception immédiate du message. L'impact précoce se mesure d'abord dans la salle elle-même. Les journalistes présents comprennent qu'ils assistent à quelque chose d'inhabituel, un propos non calibré, sans langage diplomatique protecteur, livré face caméra. Cette absence de médiation crée un effet de clarté, mais aussi de risque assumé. Le message n'est pas destiné uniquement à l'interlocuteur visé, il est conçu pour être vu, repris et interprété. Très vite, cet effet se déplace hors du lieu. Dans les heures qui suivent, la vidéo devient un objet circulant dans des espaces ordinaires, groupes familiaux, discussions communautaires, réseaux militants. Là, le personnage cesse d'être seulement un président pour devenir un point de projection. Certains y voient une affirmation de dignité longtemps attendue, d'autres un pari dangereux dans un environnement international contraint. Les premiers effets ne sont donc pas institutionnels, mais perceptifs. La parole modifie la manière dont les citoyens parlent de leur propre position dans le monde. Elle légitime des discussions auparavant cantonnées au privé et crée un sentiment d'alignement symbolique entre dirigeants et population, même provisoire. Ce déplacement rapide explique pourquoi l'épisode prend de l'ampleur avant même toute réponse officielle extérieure. L'idée centrale est immédiate. Quand la parole publique change de forme, elle modifie d'abord ce que les acteurs locaux croient impossible. La séquence débute par un déclencheur relativement discret. Des informations commencent à circuler selon lesquelles des avertissements auraient été adressés à plusieurs dirigeants africains, les enjoignant à ne pas s'exprimer publiquement sur certains sujets sensibles. Les détails exacts varient selon les sources, mais l'intention perçue est cohérente. Rappeler les limites implicites de ce qui peut être dit sans conséquence. Dans de nombreux cas passés, ce type de signal suffisait à produire un silence durable. Le point de bascule intervient lorsque Ibrahim Traoré choisit de ne pas absorber ce message dans les circuits diplomatiques habituels. Au lieu d'un échange fermé, il opte pour une conférence de presse ouverte, sans notes préparées, assumant que chaque mot sera enregistré, diffusé et archivé. Ce choix transforme immédiatement un avertissement supposé en événement public. La parole n'est plus défensive, elle devient offensive dans le sens stratégique. Elle prend l'initiative du récit. Le moment de haute intensité se situe dans l'adresse directe, en affirmant que le Burkina Faso ne répond ni à Tel Aviv, ni à Washington, ni à Paris. Le discours ne vise pas uniquement un État précis. Il redéfinit l'axe du message. L'enjeu n'est pas une querelle bilatérale, mais une déclaration de principe sur la souveraineté. Cette généralisation élargit instantanément la portée du propos et facilite son appropriation par d'autres acteurs. La réaction immédiate n'est pas institutionnelle, mais virale. En quelques heures, des extraits circulent sur X, Telegram et WhatsApp. Les commentaires ne se contentent pas de relayer le contenu, ils l'interprètent, le traduisent, le résument en slogan. Des hashtags émergent sans coordination centrale, signe que le message trouve un terrain déjà préparé. La parole devient matière première d'un récit collectif. Dans les 48 heures, le mouvement change d'échelle. Des dirigeants du Mali et de la Guinée reprennent publiquement la vidéo ou expriment leur soutien. Cette étape est décisive car elle transforme une prise de parole individuelle en signal régional. Le message implicite est clair, l'acte n'est pas isolé et toute pression devra désormais être pensée à une échelle plus large. Les jours suivants constituent la phase de réplique. Le silence des autorités israéliennes contraste avec l'attente médiatique. Aucun communiqué officiel, aucune clarification publique. Ce vide est interprété de multiples façons. Prudence diplomatique, refus de légitimer le propos, ou difficulté à répondre sans amplifier l'épisode.
Dans tous les cas, l'absence de réponse nourrit le récit plutôt qu'elle ne l'éteint. En parallèle, les médias occidentaux couvrent l'événement de manière fragmentaire. Quelques mentions rarement mises en avant. Cette discrétion renforce paradoxalement l'importance des réseaux numériques, qui apparaissent comme le principal espace de circulation et de validation de l'événement. La dernière onde de choc est plus lente mais plus profonde. Dans les discussions locales, l'épisode devient un point de référence. On compare, on se souvient, on se demande ce qui aurait été possible auparavant. Même sans changement immédiat de politique, la chronologie produit un effet durable. Elle montre qu'une rupture de ton peut précéder et parfois provoquer une reconfiguration des rapports. Pour évaluer cet épisode sans s'enfermer dans le registre symbolique, il faut revenir à quelques indicateurs simples, déjà présents dans le déroulé des faits, et observer ce qui change avant et après la prise de parole. Le premier point de référence concerne le temps de diffusion. Avant cet événement, les discours de dirigeants sahéliens restaient majoritairement cantonnés à des cercles nationaux ou régionaux, relayés lentement par des médias internationaux lorsqu'ils correspondaient à des cadres narratifs établis. On peut déjà retenir un premier délai, d'environ 24 heures. Cela correspond au délai au cours duquel la vidéo de la conférence de presse circule massivement sur plusieurs réseaux sociaux, sans relais initial de grands médias internationaux. Cette rapidité indique que la distribution du message ne dépend plus d'intermédiaires institutionnels, mais d'une diffusion horizontale entre utilisateurs. Puis vient un deuxième délai autour de 48 heures. C'est l'intervalle après lequel des dirigeants d'autres pays du Sahel reprennent publiquement le contenu ou expriment leur soutien. Ce délai court montre que la parole ne reste pas individuelle longtemps et qu'elle peut être intégrée rapidement dans une dynamique régionale coordonnée. Enfin, un troisième élément s'ajoute, près d'une semaine sans réponse officielle. L'absence prolongée de réaction publique contraste avec les usages diplomatiques classiques, où un démenti ou une clarification intervient souvent rapidement. Ce silence devient un élément actif du récit, interprété et commenté autant que les paroles initiales. Ces trois mesures, simples mais cohérentes, dessinent un basculement. Auparavant, la parole africaine restait souvent prudente, amortie par le temps et par la hiérarchie médiatique. Ici, ce qui change, c'est l'accélération de la circulation, puis le relais régional, et enfin un vide institutionnel du côté visé. L'intérêt de cette lecture quantitative est qu'elle ne présume pas des intentions profondes. Elle montre seulement que la séquence modifie des comportements observables. Ibrahim Traoré ne change pas instantanément des alliances formelles, mais il modifie les conditions de visibilité dans lesquelles ces alliances et sous ces alliances sont discutées. La parole devient un événement mesurable par sa vitesse, son relais et son absence de contradiction immédiate. Un autre indicateur indirect concerne la structure des échanges publics. Avant, les réactions africaines à des pressions extérieures prenaient souvent la forme de communiqués techniques ou de silence stratégiques. Après cet épisode, le débat se déplace vers des espaces où la nuance diplomatique est moins dominante, mais où l'adhésion émotionnelle est plus forte. Ces données limitées ne prouvent pas un changement durable de pouvoir. Elles indiquent toutefois un déplacement du terrain sur lequel ce pouvoir est perçu et négocié. Le coût d'une parole publique augmente, mais sa portée aussi. Dans ce nouvel équilibre, la visibilité devient une ressource stratégique à part entière. C'est cette transformation observable et quantifiable à minima qui permet de comprendre pourquoi l'épisode dépasse le cadre d'un discours isolé. Il agit comme un test grandeur nature de la capacité d'un dirigeant sahélien à supporter et à exploiter l'exposition maximale. La première objection sérieuse à cet épisode est stratégique. Selon cette lecture, une rhétorique aussi directe expose inutilement un pays déjà vulnérable. Les États du Sahel dépendent encore de flux commerciaux,
d'aide et de coopération sécuritaire. Une prise de parole publique qui rompt avec les codes peut entraîner des coups différés, durcissement des relations diplomatiques, ralentissement de certains partenariats ou pressions économiques moins visibles mais bien réelles. Dans cette optique, le silence calculé n'est pas de la soumission, mais une forme de protection rationnelle. La seconde objection est institutionnelle. Des critiques estiment que la personnalisation du message autour d'un dirigeant affaiblit les structures plutôt qu'elle ne les renforce. Un discours fort peut créer une attente symbolique difficile à satisfaire ensuite par des politiques concrètes. Le risque est alors celui d'un écart entre la parole et la capacité de mise en œuvre, écart qui peut nourrir déception ou cynisme si les conditions matérielles ne suivent pas. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux car ils reposent sur des expériences historiques réelles. De nombreux dirigeants africains ayant défié publiquement des puissances extérieures ont subi des retours de bâton, parfois sévères. La prudence n'est donc pas infondée et la mémoire politique collective en porte la trace. La réponse ne consiste pas à nier ces risques, mais à les recontextualiser. Le premier élément est que le coût du silence n'est pas nul. Dans un environnement où les populations ont accès à des flux d'informations non filtrés, l'absence de parole peut être interprétée comme une acceptation tacite. Ce décalage entre perception interne et calcul externe crée aussi une fragilité politique. Le second élément tient à la dimension collective émergente. Lorsque la prise de parole est rapidement relayée par d'autres dirigeants régionaux, le risque n'est plus porté par un seul État. La dynamique devient plus diffuse, ce qui complique les réponses ciblées et réduit l'asymétrie initiale. Enfin, la personnalisation du message n'annule pas la nécessité institutionnelle, mais elle peut servir de déclencheur. Un moment symbolique n'est pas une politique publique, mais il peut ouvrir un espace où certaines options deviennent discutables alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Ainsi, le débat ne se résume pas à courage contre imprudence. Il oppose deux calculs de risques différents, celui de la retenue traditionnelle et celui de l'exposition assumée. L'intérêt de cet épisode est de rendre cette tension visible et donc discutable au lieu de la laisser implicite. Ce point marque un basculement dans la lecture de l'épisode. Jusqu'ici, l'attention portait sur ce qui a été dit et sur la manière dont cela a circulé. À mi-parcours, la révélation tient ailleurs. L'absence de réponse officielle devient elle-même un acte politique interprétable. Dans les pratiques diplomatiques classiques, le silence sert souvent à désamorcer. Ici, il produit l'effet inverse. Ce renversement change la position relative des acteurs. Ibrahim Traoré n'est plus seulement celui qui parle, mais celui autour duquel les autres sont contraints de se positionner, même par l'inaction. Le centre de gravité se déplace temporairement vers celui qui a pris le risque initial. La parole crée une attente et le non-dit laisse un espace que d'autres remplissent. Ce mécanisme est décisif car il montre que la visibilité publique peut inverser une asymétrie sans modifier immédiatement les capacités matérielles. Le pouvoir n'est pas transféré, mais l'initiative narrative l'est. Dans ce cadre, répondre devient risqué, se taire aussi. Le choix n'est plus confortable. Cette révélation médiane éclaire rétrospectivement le début de la séquence. L'enjeu n'était pas seulement de dénoncer ou d'affirmer, mais de forcer une situation où chaque option adverse comporte un coût symbolique. C'est cette contrainte nouvelle, plus que les mots eux-mêmes, qui redéfinit la dynamique observée. Les effets de cette séquence ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se distribuent différemment selon les acteurs concernés, chacun percevant des gains symboliques, des contraintes nouvelles ou des zones d'incertitude accrues. L'intérêt de cette lecture est de quitter le registre abstrait pour observer des impacts concrets, même s'ils restent partiels et évolutifs.
Pour les gouvernements, l'épisode crée un précédent. La prise de parole publique d'Ibrahim Traoré, suivie de soutiens régionaux, suggère qu'une coordination minimale peut réduire l'isolement habituel associé à la dissidence diplomatique. Cela ne supprime pas les pressions, mais cela modifie leur forme. Les réponses ciblées deviennent plus coûteuses politiquement lorsqu'elles risquent d'être interprétées comme des sanctions collectives. À court terme, cela élargit la marge de manœuvre discursive, sans garantir une protection structurelle durable. Pour les entreprises, notamment celles engagées dans des secteurs sensibles comme les ressources naturelles, l'énergie ou les télécommunications, le signal est ambigu. D'un côté, une affirmation plus forte de la souveraineté peut annoncer des renégociations, des exigences accrues de contenu local ou des changements réglementaires. De l'autre, la visibilité internationale de ces débats incite à une prudence accrue et à des stratégies de conformité plus explicites. L'incertitude augmente, mais elle est désormais publique et débattue, ce qui modifie les calculs de risque. Pour les citoyens, l'impact est d'abord symbolique, mais il a des effets pratiques indirects. La parole assumée d'un dirigeant renforce le sentiment que certaines frustrations collectives peuvent être exprimées sans être immédiatement disqualifiées. Cela ne se traduit pas automatiquement par une amélioration matérielle, mais cela légitime des discussions internes sur les priorités nationales, les alliances et les compromis acceptables. Cette légitimation peut nourrir une participation politique plus active ou au contraire des attentes difficiles à satisfaire. Pour la région, enfin, la conséquence la plus visible est l'émergence d'un récit partagé. Les soutiens exprimés par d'autres dirigeants sahéliens transforment un événement national en signal régional. Cela renforce l'idée que certaines questions, autrefois traitées isolément, peuvent être abordées collectivement. Toutefois, cette dynamique reste fragile. Elle dépend de la capacité des États concernés à maintenir une cohérence minimale face aux pressions extérieures et aux contraintes internes. Dans ces quatre cas, il est important de souligner ce que l'épisode ne fait pas. Il ne redistribue pas instantanément le pouvoir économique ou militaire. Il ne met pas fin aux dépendances structurelles. Il ne garantit pas une trajectoire commune à long terme. En revanche, il modifie les termes du débat public et les attentes associées aux prises de position officielles. C'est ici que la séquence prend tout son sens. En exposant publiquement des lignes de fracture habituellement gérées dans l'ombre, elle oblige chaque groupe à ajuster son comportement, même marginalement. L'impact n'est pas spectaculaire, mais il est diffus et cumulatif. Ainsi, la conséquence la plus tangible est peut-être celle-ci. Ce qui relevait autrefois du non-dit devient un objet de discussion légitime. Et dans des contextes où la parole publique a longtemps été contrainte, ce déplacement, aussi limité soit-il, constitue déjà une transformation mesurable. À partir de cette séquence, il est possible d'esquisser trois trajectoires plausibles à moyen terme, sans attribuer de probabilité ni projeter d'effets nouveaux. Ces scénarios servent à clarifier les options et les contraintes, non à prédire l'avenir. Dans une trajectoire de base, si les équilibres actuels se maintiennent, l'épisode reste principalement symbolique. La prise de parole d'Ibrahim Traoré continue d'être citée comme référence, mais sans déclencher de ruptures institutionnelles majeures. Les relations diplomatiques suivent des canaux parallèles, discours publics fermes, négociations discrètes en arrière-plan. Dans ce cadre, la visibilité acquise n'est ni annulée ni pleinement convertie en levier matériel. Elle s'installe comme un paramètre supplémentaire que les acteurs s'intègrent dans leurs calculs sans transformation structurelle immédiate. Dans une trajectoire plus favorable, si la dynamique régionale se consolide, alors la parole publique devient un point d'appui pour une coordination plus régulière entre États du Sahel. Dans ce cas, l'épisode sert de catalyseur.
Des positions communes émergent sur certains dossiers, réduisant l'isolement individuel et augmentant le coût politique de pression ciblée. La visibilité internationale, plutôt que d'être subie, est utilisée pour cadrer les débats et attirer des partenariats alternatifs. Ce scénario suppose une continuité politique interne et une capacité à traduire le symbole en mécanismes concrets, même limités. Dans une trajectoire défavorable, si les pressions externes s'intensifient et que les contraintes internes s'aggravent, alors l'épisode peut se retourner contre ses initiateurs. La parole publique reste visible, mais elle devient un point de friction exploité par des acteurs opposés à toute redéfinition des équilibres. Les coûts économiques ou sécuritaires augmentent tandis que la coordination régionale s'effrite. Dans ce cas, le contraste entre le discours et les capacités réelles alimente un récit de surexposition, utilisé pour dissuader de futures prises de position similaires. Ces trois scénarios ont un point commun. Aucun ne dépend exclusivement d'un discours initial. Ils reposent sur des choix répétés, des ajustements progressifs et des arbitrages parfois contradictoires. Si la parole ouvre un espace, elle n'en garantit pas l'occupation durable. La clé de lecture proposée est donc conditionnelle. Si la visibilité acquise est accompagnée d'actions cohérentes, alors elle peut élargir la marge de manœuvre. Si elle reste isolée, alors elle risque de s'éroder ou de se retourner. Cette grille permet de dépasser le débat émotionnel et d'évaluer la séquence comme un moment charnière encore ouvert. À ce stade, l'épisode cesse d'être uniquement un objet d'analyse géopolitique et devient une expérience d'observation pour ceux qui le suivent à distance. Le spectateur n'est pas acteur des décisions, mais il est exposé à leur mise en scène, à leur silence et à leurs effets symboliques. Cette position intermédiaire produit des effets spécifiques. D'abord, la séquence modifie la manière dont l'information est perçue. Le public constate que des événements politiquement sensibles peuvent se diffuser largement sans passer par les circuits médiatiques dominants. Cela renforce l'idée que l'agenda n'est plus fixé uniquement par les rédactions ou les communiqués officiels, mais aussi par la circulation horizontale des contenus. Pour le spectateur, cela implique un rôle plus actif. Trier, comparer, interpréter. Ensuite, l'épisode agit sur les attentes. Voir un dirigeant assumer publiquement une position ferme peut rehausser les exigences adressées à d'autres responsables, même dans des contextes très différents. Ce mécanisme n'est pas toujours conscient, mais il crée un étalon implicite. La question devient moins est-ce possible que pourquoi cela ne se fait-il pas ailleurs? Cette comparaison peut nourrir l'engagement, mais aussi la frustration. Il y a également un effet de proximité symbolique. Lorsque la parole officielle rejoint des discours déjà présents dans les conversations ordinaires, le spectateur peut éprouver un sentiment d'alignement. Cela ne signifie pas une adhésion totale, mais une reconnaissance. Ce qui était pensé ou dit en privé apparaît désormais dans l'espace public. Cette reconnaissance renforce l'attention et la mémorisation de l'événement. Enfin, cette séquence rappelle une limite essentielle. Observer un moment fort ne dispense pas d'analyser ses suites. Le spectateur est confronté à une tension entre inspiration et patience. Les changements structurels sont lents, souvent invisibles et rarement linéaires. Comprendre cela permet d'éviter deux écueils opposés: l'enthousiasme sans lendemain et le scepticisme immédiat. Ainsi, l'impact principal pour le public n'est pas l'adoption d'une position, mais l'apprentissage d'un regard plus attentif sur la relation entre parole, visibilité et pouvoir. C'est cette compétence d'observation critique, plus que l'événement lui-même, qui peut durer. À partir de ce moment symbolique, une question pratique s'impose. Que faudrait-il faire pour que la visibilité acquise ne reste pas un simple pic d'attention? Sans ajouter de faits nouveaux, il est possible de dégager un enchaînement d'actions cohérentes, observables dans d'autres contextes comparables.
est applicable ici comme grille de lecture. Dans un premier temps, après une prise de parole forte, la cohérence devient cruciale. Cela implique que les déclarations ultérieures, les communiqués et les positions publiques restent alignés sur le principe énoncé sans escalade verbale inutile. Pour Ibrahim Traoré, cette phase consiste moins à répéter le discours qu'à éviter les contradictions qui en affaibliraient la portée. Puis, il devient utile de déplacer le symbole vers des cadres collectifs. Lorsque le message est repris par des partenaires régionaux, il cesse d'être strictement personnel. Formaliser ces convergences, même par des déclarations minimales ou des mécanismes de concertation réguliers, permet de transformer un moment médiatique en processus politique identifiable. Ensuite, il faut chercher à traduire la visibilité en priorités concrètes. Cela ne suppose pas de réformes immédiates de grande ampleur, mais des choix lisibles, dossiers mis en avant, partenaires privilégiés, thématiques récurrentes. La cohérence entre parole et agenda est un indicateur clé de crédibilité à moyen terme. Après cela, mesurer et ajuster devient décisif. Observer les réactions, positives ou négatives, permet de corriger la trajectoire sans renier le principe initial. L'absence d'évaluation transforme rapidement l'audace en rigidité. Enfin, il reste à institutionnaliser la continuité. Aucun dirigeant ne peut porter seul une transformation durable. Inscrire la ligne défendue dans des pratiques administratives et diplomatiques réduit la dépendance à une figure unique. Cette feuille de route n'est ni garantie de succès ni promesse de rupture rapide. Elle montre simplement comment un acte symbolique peut, s'il est suivi, devenir un point d'appui plutôt qu'un souvenir isolé. Revenir à l'image initiale aide à mesurer ce qui a réellement changé. Une salle pleine, des caméras braquées, un homme sans notes qui avance vers un micro. Ce détail, presque banal, est devenu le point d'ancrage d'un récit plus large, parce qu'il a cristallisé des attentes accumulées depuis longtemps. Ce n'est pas l'éloquence qui a marqué, mais la concordance entre un ton, un moment et une audience prête à entendre. Avec le recul, l'épisode apparaît moins comme un sommet que comme un seuil. Il n'a pas résolu des déséquilibres anciens. Il n'a pas effacé des contraintes structurelles, mais il a modifié la perception de ce qui peut être dit publiquement. Cette modification est fragile, réversible, mais elle existe. Elle s'inscrit dans les mémoires, dans les comparaisons futures, dans les récits que l'on mobilisera pour justifier ou refuser d'autres prises de parole. Le rappel essentiel est de là. Les symboles n'agissent pas seuls, mais ils orientent. Ils n'imposent pas des trajectoires, ils rendent certaines directions pensables. Ibrahim Traoré, qu'on l'approuve ou non, a incarné pendant un instant cette ouverture sans garantie sur ce qui suivra. La phrase qui reste n'est donc pas une promesse, mais un constat bref. Ce jour-là, le silence n'était plus la seule option. Arrivé à ce point, il ne s'agit plus de trancher pour ou contre un dirigeant, ni de transformer un moment en mythe figé. L'intérêt de cette séquence tient plutôt à ce qu'elle révèle sur la manière dont les rapports de force sont perçus, discutés et parfois déplacés par la parole publique. Ce que chacun en fait ensuite dépend de sa position, de son contexte et de ses attentes. Pour certains, cet épisode restera une parenthèse symbolique. Pour d'autres, il servira de référence lorsqu'une nouvelle prise de parole émergera ailleurs, dans un autre cadre. Dans tous les cas, il invite à observer plus attentivement les silences, les délais de réponse, les relais et les absences médiatiques autant que les déclarations elles-mêmes. C'est souvent dans ces interstices que se lisent les véritables dynamiques. Si ce type d'analyse vous a semblé utile, l'enjeu n'est pas l'adhésion, mais la continuité de l'attention. Suivre ces histoires, les comparer, les replacer dans le temps long permet de dépasser l'émotion immédiate sans l'ignorer. La question reste donc ouverte et elle vous revient. Lorsque la parole change de forme et de diffusion, êtes-vous
Plutôt spectateur passif, lecteur critique ou participant attentif à ce qui se reconfigure sous vos yeux?